Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée, épisode exceptionnel puisque Paulie Damso, là on a gros, il en a gros. Il en a gros parce qu'il a vu hier la défaite par KO de Curtis Blades face à Derrick Lewis. Et oui, moi je l'avais déjà vu dans des circonstances où il était énervé, il m'a même fait peur à plusieurs reprises. Mais vous l'avez toujours vu aimant, adorable. Là, il est en colère. Il est en colère parce que Curtis Blades, numéro 2 de la catégorie heavyweight, va selon toute vraisemblance passer quatrième par sa faute puisqu'il s'est littéralement empalé sur l'uppercut de Derrick Lewis après une tentative de takedown paresseuse. Non, mais Curtis Blade, pour moi, c'est un mystère, là. Tu vois. Enfin, je sais plus quoi penser sur ce mec. Parce que sur le papier, il a tout pour réussir. Et c'est même pas une question de... Il y en a qui vont dire qu'il a un fight IQ qui est mauvais, mais c'est même pas ça. Moi, je pense que c'est sa réserve mentale qui est pas là, quoi. Si le match se passe pas exactement comme il prévoit qu'il doit se passer, il fait des erreurs, mais c'est juste incroyable à ce niveau-là, quoi. C'est un truc de fou. Et Oui, parce qu'il moi, gagnait le combat. mais voilà, mais attends, je vais te dire, je n'en aurais pas voulu, tu vois, je ne serais pas énervé si c'était sur le premier, tu sais, le tout premier échange quand il commence à combattre. Si c'était sur le premier échange qui se faisait éteindre, je me serais dit, bon, tu vois, c'était des poids lourds, ce genre de coup, ça passe comme ça, tu vois, il n'y a pas de problème. Il passe le premier échange, il prend 1 minute à peu près où il fait rien, tu vois, c'est-à-dire pour récupérer mentalement. Il commence à installer son jab, il pousse Derrick Lewis contre la cage, il fait un très très beau jeu de jab, de contre et de low kick. Franchement, il y avait juste 2 rounds à tenir comme ça. 2 rounds et Derrick Lewis se serait écroulé à un moment donné. J'en suis certain, je mets ma main à couper, tu vois, parce que c'est ce qu'a fait Mark Hunt, c'est ce qu'a fait Junior Dos Santos, c'est ce qu'ont fait tous les mecs qui ont battu Derrick Lewis sans utiliser la lutte, si tu veux. Et c'est un plan qui marche très bien parce que Derrick Lewis, moi je suis désolé, c'est pas un bon heavyweight et je maintiens malgré sa victoire, c'est pas un bon heavyweight. Alors les gens vont dire ouais, il a mis KO, mais je suis désolé, ça prouve à quel point justement la catégorie heavyweight est pourrie, tu vois. Enfin, pour qu'un mec comme Derrick Lewis arrive à avoir 5 victoires par KO et qu'il n'y ait aucune personne qui mette en place le game plan qui a été utilisé par Junior Dos Santos, mais le vieux Junior Dos Santos, hein, c'est pas le prime Junior Dos Santos, hein, ou un Mark Hunt qui était déjà un pied dehors de l'UFC, mais ça craint, tu vois. Enfin, je suis désolé, ça craint. Et d'autant, là, il n'y a aucune excuse pour Curtis Blade parce que pendant le premier round, tout était parfait. Pendant le premier round, je crois qu'il met 27 strikes significatives à Derrick Lewis et il en prend 3 et les 3, c'est les premières, c'est celles du début. C'est-à-dire, il se passe tout un round sans qu'il prenne un coup parce que Derrick Lewis, en fait, à part ses explosions, il est infoutu d'attaquer sur 2 pas. C'est-à-dire, vous faites 2 pas en arrière, en ligne droite, hein. Vous n'avez même pas besoin de désaxer et tout, hein. 2 pas en arrière, et lui, il fait 3 mouvements de battoir, il s'essouffle et il reprend sa position contre la cage. C'est comme ça, je vous jure, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe dans tous ses combats. Il n'a jamais évolué, Derrick Lewis. Moi, j'ai regardé son combat contre Matt Mitrione, contre Sean Jordan et tout, avant le combat là, contre Curtis Blade. Il n'a jamais progressé, c'est toujours la même chose. Il a plusieurs setups qui le rendent très dangereux en heavyweight. C'est son punch, je lui retire par ça. Sa vitesse, quand il explose sur un coup, il est très rapide pour son poids, et son mental. C'est-à-dire, pour le coup, lui, c'est l'opposé total de Curtis Blade. Il a beau se faire ruiner sur 5 rounds, il est toujours là, quoi. Il sera toujours là. Mais putain, tu vois, genre, c'est rageant, quoi. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que Curtis Blade, honnêtement, il s'est dit, je suis sûr qu'il a un problème de confiance, ce mec-là. Hein. Il faut qu'il aille voir un psychologue. Qu'on avait vu contre Francis, hein, déjà, de toute façon. Mais oui, encore contre Francis, je peux le concevoir. Bon, c'est Francis Ngannou, il fait flipper. Et en plus de ça, il avait perdu le premier match et tout. Tu vois. Donc, à la limite, tu vois, si tu veux, avant le combat contre Derrick Lewis, je laissais encore le bénéfice du doute à Curtis Blade sur ce truc mental. Je me suis dit, bon, peut-être que Francis Ngannou, c'est son tu vois, sa némésis, sa némésis, tu vois, peut-être qu'il a un problème avec ça. Mais là, il y a un problème je te dis, de mental. Parce qu'à mon avis, je pense qu'il s'est dit, ce que s'est dit Curtis Blade, c'est OK, j'ai les armes, je le gère, il n'y a pas de problème, mais je ne me vois pas le mettre KO avant le 5e round et je n'ai pas envie de faire 5 rounds d'échange avec lui. Parce il pouvait faire du lay-on près, tu vois. En fait, moi ce que j'ai vraiment été surpris, c'est plus par l'approche du takedown qui était vraiment complètement téléphoné, tu vois. Alors qu'on le connaît quand même, Derrick Lewis, il est capable de faire bien mieux que ça. Et tu vois, je me dis, à ce moment-là du combat, s'il a envie de l'amener au sol, il aurait pu l'amener dans d'autres conditions, tu vois. Après, moi, c'est chez Rashad Evans qui disait ça. Je suis un peu fatigué, hein, je suis un peu énervé aussi. Qui disait ça. C'est vrai que sur ses entrées en takedown, il est un peu
il est peu précautionneux. Mais c'est pas, en Mhm. fait, le problème, c'est que c'est symptomatique de cette catégorie des lourds. Tu vois, il y a tellement peu de gens qui savent défendre ou tentent des pièges sur un takedown Ouais. qu'il a un confort mental là-dessus, pour le coup, Curtis Blade, qui est déplacé, qui est pas mérité. Parce que c'est vrai qu'il va rentrer peut-être la première sur le côté ouvert de son adversaire 10 fois. 10 Mhm. fois, il n'y aura pas de problème. Et à un moment donné, il va tomber sur. Derrick Lewis, je suis sûr que c'est la seule chose qu'il a préparée pour ce combat, hein. C'est C'est qu'à mon exactement ce qu'il avis, avait dit avec ses coachs, ouais. Ils avaient travaillé à fond l'uppercut et bien ils sûr. n'attendaient finalement que ça. Ils attendaient uniquement justement que Curtis Blade Et, tombe et- et là, et là, derrière et là, Lewis. et là, je vais te dire, c'est terrible, mais c'est ce qui fait la différence entre un mec comme Curtis Blade et des mecs comme Kamaru Usman ou Mhm. comme Khabib. C'est Curtis Blade, il a potentiellement tous les outils pour dominer, mais vraiment dominer. Non, Je c'est maintiens, clair. hein, je maintiens ma position. Je ne vais pas renier ce que j'ai dit Non, sur mon, surtout sur mon qu'il a chronique. progressé avec tout le travail qu'il a fait au point 1. C'était impressionnant, hein, mine de rien. Mais oui, mais oui. Donc ce que je dis, c'est que sur le papier, il a tous les outils, mais le problème, c'est qu'il prend des décisions parfois. Alors, il y a le problème mental, mais là aussi, quand tu combats un mec comme Derrick Lewis, tu fais un calcul risque-opportunité. Ce que fait par exemple Khabib quand il shoot sur le côté, il shoot tête à l'extérieur, ce qui est normalement une Mhm. erreur. Tu vois, quand tu shootes tête à Ouais. l'extérieur, tu t'exposes à une guillotine. Donc, généralement, on te dit tu shootes tête intérieure, à l'intérieur de la garde de l'adversaire. Sauf que concrètement, quand tu es un lutteur du niveau de Khabib ou un lutteur du niveau de Curtis Blade, la guillotine, surtout face à putain d'Eric Lewis, C'est c'est ça. pas un risque. Derrick Lewis, il a Souvenez-vous le jamais. Connor contre Khabib où Connor tente le fameux genou, mais Khabib a sa Ben tête à voilà, l'extérieur et donc ça tombe à c'est côté. ça. C'est ça. C'est-à-dire, tu as beaucoup plus à risquer quand tu shootes, parce que là où il se fait mettre KO, c'est ça, c'est qu'il shoot sur le côté, il shoot à l'intérieur. Ouais. Donc sur le côté ouvert, il aurait pu se prendre un genou, il s'est pris un uppercut, il aurait pu se prendre toutes les attaques possibles par Derrick Lewis. C'était l'endroit le plus risqué. C'est l'endroit où il ne faut pas mettre sa tête. Et moi, je suis désolé, mais Derrick Lewis, il n'a jamais fait Oui, de de guillotine de sa guillotine. vie. Je sais pas, il a une soumission sur son record. Bah, tu shoot tête à l'extérieur. Si tu veux absolument shooter, shoot tête à l'extérieur. Qu'est-ce que tu t'emmerdes à shooter, à être dans les règles de l'art? Tu vois, c'est là où tu différencies le champion du combattant qui est bon, mais qui n'a pas tout aligné. Tu vois. C'est que le champion, il sait s'affranchir des règles usuelles par rapport à l'adversaire qu'il a en face de lui. Tu vois. Il est appareillé, tu vois, par exemple, Khabib, il shoot tête extérieure les 3 quarts du temps. S'il était tombé contre, je sais pas, Dobronx Oliveira, Ouais. bah, il aurait peut-être respecté les règles et shooté à l'intérieur, parce qu'il se dit, bon, là, la guillotine, il y a peut-être un peu plus de risque, tu vois. Mais c'est ça qu'il faut faire. Non, mais moi, je suis démuni, tu vois. Là, je sais pas quoi dire. Et j'ai les boules parce que Ça fout un j'ai les boules. bordel dans la catégorie là. J'ai les boules pour lui, parce que franchement, c'est triste. Je sais pas comment mentalement il va se relever de ce truc-là, hein, parce que là, il est obligé de repartir dans les tranchées C'est et ça. de faire 4-5 victoires encore. Donc, il va falloir qu'il se remette vraiment en cause et qu'il change quelque chose dans son entraînement. Tu vois, mais je pense que c'est même pas sa technique, hein, c'est le mental et le fight IQ là qui vont pas. Tu vois, et surtout, je pense surtout le mental. Il faut qu'il ait plus confiance en lui, quoi. C'est pas possible à ce niveau-là, tu vois. Et ça, et deuxièmement, moi, ça me fait chier aussi pour nous, parce qu'on passe encore une fois pour des guignols avec le pronostic qu'on a fait. Tu vois. Mais là, franchement, quelque part, d'habitude, j'accepte, tu vois, de bonne grâce quand je me plante. Mais là, j'ai les boules parce qu'il rouste Non, Derrick Lewis sur le oui. premier round. Mais les gens qui ont C'est regardé le important. combat, savent bien que c'était complètement contre le cours du jeu, qu'il n'y avait vraiment pas photo entre les deux, et que là, c'est juste Curtis Bell qui nous a tous laissé tomber, les gars. Il nous a tous laissé tomber. Et quelque part, c'est peut-être parce qu'il veut pas d'une trilogie contre Francis Ngannou, hein. Ou qui veut pas être champion, hein, t'en sais rien, on va savoir, Ouais, hein. mais c'est très surprenant en tout cas. C'est terrible. Et troisièmement, je vais te dire, c'est mauvais pour la catégorie. Parce que moi, je suis désolé, mais je ne peux pas Derrick prendre la Lewis à ce catégorie. niveau, c'est horrible. Et je peux pas prendre la catégorie des lourds au sérieux. Ouais. Désolé, hein, mais c'est très, très clair. Alors, bien sûr, ça c'est dans l'absolu, parce qu'en valeur relative, la catégorie des lourds de l'UFC c'est quand même la Ouais. meilleure des catégories des lourds actuelles. Mais putain, d'avoir Derrick Lewis, maintenant il est 3. Il est 3 ou 2. 2, il va passer 2. Bah, on rappelle quand Moi, même, mon chapeau et moi, je Domso vais qui a te du dire. title shot en étant numéro 1. Bon. Ouais, je sais. Mais Pardon, numéro 2. Numéro 2, autant pour moi. Juste derrière Stipe Miocic. ça me dépasse. Ça me dépasse. Là, pour le coup, j'ai pas les mots, tu vois. Et personnellement, c'est même pas une question de préférence ou quoi, parce que Ah bah oui, j'ai pas pas du tout. de sympathie particulière pour Curtis Blade ou pour Derrick Lewis, d'ailleurs, au passage. C'est juste que ça fait chier. Enfin, après, c'est les lourds, quoi, mais c'est.
parce que en fait, moi je vais vous dire, Derrick Lewis, s'il tombe pas sur un profil unidimensionnel comme lui, bah, je pense qu'il va se faire rouster sur son prochain combat quand il va tomber sur un mec qui aura pas peur, quoi. Alors Après, il n'y a pas tant de mecs que ça, c'est ça l'avantage. Ma grande crainte, c'est qu'il arrive quand même qu'à un cas au title shot. Et franchement, moi, du coup, pour le coup, je suis inquiet parce que s'il arrive en title shot, ce serait très comique, mais avec, par exemple, Francis Ngannou champion. Derrick Lewis. Derrick Lewis face. Alors, si Francis Ngannou bat Stipe Miocic et qu'on a une revanche, parce que là, du coup, il y aura la revanche sera un peu mise en avant, tu vois. Putain, on se dirige peut-être vers le combat pour le titre le plus chiant du monde parce que les deux hésiteront à déclencher. Moi, je vois une redite là pour le coup. Bref. Je pense que Francis sera quand même un petit peu plus offensif que lors du premier combat où il n'avait littéralement rien tenté. Je l'espère aussi et je l'espère aussi. Enfin bref, donc là c'était pour le main event assez terrible pour cette catégorie heavyweight. En tout cas, c'est vrai, je pense par contre que ça fait un peu les affaires de l'UFC parce qu'on en avait parlé avant le combat. C'est vrai que Curtis Blaydes, malgré tout cet empilement de victoires, il n'a pas le style le plus spectaculaire, au contraire de Derrick Lewis qui lui empile les KO. Je crois même qu'il a le record de la catégorie en KO, même de l'UFC. Je crois qu'il est à 12 KO maintenant, 12 victoires par KO de l'UFC. Donc record battu ou égalé de Vitor Belfort. Et voilà, il y avait aussi également Nassourdine Imavov contre Phil Hawes. Ce combat, mon cher Polydomso, moi en tout cas, ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que Phil Hawes a fait tout ce qu'il fallait faire, mais il y avait quand même, il y avait la place. On voit que le striking de notre cher Nassourdine peut faire vraiment mal, quoi. Moi, personnellement, je vais te dire, parce que pour le coup, comme c'était Imavov, j'étais pour Imavov, tu vois. Là, c'est mon côté un peu chauvin, tu vois. Mais je vais jouer carte sur table. J'étais pas super impressionné par Imavov pour sa première performance à l'UFC. Et franchement, j'étais plus impressionné par Imavov dans sa défaite face à Phil Hawes que dans sa victoire. Je sais plus comment il s'appelait, Jourdain, je sais plus comment il s'appelait. Non, c'était pas Charles Jourdain, non, c'était bref, c'était un Américain qui venait des Contender Series. Et ouais, non, c'est clair. Là, il a rien lâché. Phil Hawes, c'est un mec extrêmement dangereux et c'est un prospect qui est vraiment suivi, qui a tous les outils pour faire de très très grandes choses. Et depuis longtemps. Et depuis longtemps, et j'aime beaucoup. J'ai trouvé que Nassourdine Imavov, là pour le coup, a fait plein de trucs super impressionnants. Il s'est adapté sur le moment. Il s'est pas laissé dépasser. Et surtout, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il a écouté franchement les conseils de Fernand Lopez et il les appliquait en temps réel. Et ça, c'est une qualité. Ça, c'est génial quand tu as un combattant qui est comme ça discipliné et qui est focus et qui arrive à appliquer en temps réel les conseils. Un petit exemple pour illustrer mon propos, mais au premier round, on a vu que les low kicks de Phil Hawes commençaient à vraiment, vraiment gêner Imavov, qui a un peu un style d'escrimeur, qui a une garde qui est assez large, donc qui s'expose à ces low kicks. D'un coup, Fernand Lopez lui a dit tu pars dès que Phil Hawes s'ancre sur le sol pour envoyer son low kick, tu donnes un petit tip kick de ta jambe avant, un petit front kick de ta jambe avant sur son pied de pivot. Il va pas pouvoir déclencher le low kick. Immédiatement, il l'a fait. Les low kicks après, il y en avait beaucoup moins. Tu vois. Il a désamorcé le truc. Tu vois, comme quoi, c'est possible. Le low kick, c'est pas une arme secrète. C'est pas un truc c'est juste qu'il faut y répondre en bon moment. Quoi. Et du coup, comme il a réussi à contrer les low kicks, Phil Hawes a fait une erreur, c'est qu'il a lâché l'affaire avec les low kicks. Il a essayé d'installer la boxe anglaise. Et là, Nassourdine Imavov, il avait quand même un avantage en anglaise qui était sur les enchaînements, il le touchait. Il y a plusieurs moments, franchement, c'est pas passé loin. Chicken dance, mais c'est pour ça. Mais par contre, à chaque fois, Phil Hawes a eu les très bons réflexes que Curtis Blaydes a eu également contre Marken, c'est de se concentrer sur sa lutte pour faire la différence. C'est ça. Alors, il y avait un gros. Alors, il nous a fait un peu du Ousmane, Phil Hawes. C'est-à-dire, il a vraiment bloqué contre la cage, mais tout à son honneur. Mais d'ailleurs, Nassourdine Imavov, là encore une fois, répondait de manière intéressante et tout le travail de pousser qui était préconisé par Fernand Lopez. Alors, c'est génial parce que on l'entend bien, Fernand Lopez. C'est ça qui est vraiment cool. Tout le monde l'entend. Alors là, clairement. De frame, ce qu'on appelle frame en anglais, mais on va dire de poser son bras en travers du cou et sur l'épaule de l'adversaire pour pousser. Et lui, son réflexe, en fait, ça va être de rapprocher de la tête pour rester, en fait, pour garder le contrôle contre la cage en poussant de sa tête
Imavov contre la cage. Donc son réflexe, ça va être de pousser contre ce bras. Et donc, en fait, quand tu retires le bras ou que tu le replaces en underhook, tu peux envoyer le coude. Exactement. Et en fait, le visage de celui qui pousse, bah, tu sais où il va arriver. Donc, tu vois, en fait, tu interceptes en fait, la trajectoire du visage. Et il a placé plusieurs coudes comme ça, Imavov, et dont celui qui, à la fin du 3e round, manque de terminer le combat. Quoi. Donc, il y a plein de petits trucs à montrer Imavov qui sont super intéressants pour lui. Moi, du coup, j'ai Et puis, il n'a pas pris beaucoup de dommages non plus aussi. Par rapport au premier combat, paradoxalement. Ouais, exactement. Et donc, du coup, je suis beaucoup plus confiant pour Imavov, mais surtout, c'est super intéressant ce qu'il a montré. Généralement, il y a plein de trucs dont les combattants peuvent s'inspirer parce que de ce combat était intéressant parce que Imavov a répondu à plein d'outils qui sont très actuels. Le low kick, enfin le calf kick, ça c'est un outil, tu vois, on est un peu dans la méta, tout le monde les utilise parce que c'est une réponse, si tu veux, à la garde des screamers qui a été développée un peu avant, tu vois, qui s'est un peu plus popularisé un peu avant. Et du coup, on va dire le lay and pray contre la cage, bah, tu vois, tout ce travail de frame et de coup de coude, mais c'était super intéressant. Quoi. C'est vraiment bon. Donc, moi j'ai trouvé le seul erreur que je peux reprocher, enfin, c'est une critique, quoi, Imavov, c'est à un moment donné, quand je crois que c'est au 2e round, mais je me souviens plus parce que je n'ai pas revu le combat. Phil Halls avait le ceinturé en fait. Il avait les deux bras. Et c'est son jeu en fait de maintenir le body lock. Pour, il te met au sol, tu te relèves, il te remet au sol, tu te relèves, il te remet au sol. C'est un peu ce que fait Khabib, très bien, de toujours garder, de conserver ce body lock. Et de son côté, en fait, Imavov, à un moment donné, il a presque cassé le body lock en menaçant sur la Kimura. Et en fait, au lieu de partir du côté de la Kimura, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, il est parti du mauvais côté, en fait. Il est allé vers la cage. Et ça, c'est dommage, parce que honnêtement, là, il crée le scramble, il n'aurait pas soumis Phil Halls, mais il se serait sorti de cette situation-là. Tu vois, donc, bon, comme aucune performance n'est parfaite, mais en tout cas, je suis très satisfait de ce qu'a montré Imavov dans ce combat. Oui, non, même chose, parce que c'est vrai qu'on pouvait, des deux côtés, hein, de toute façon, que ce soit Phil Halls ou Nassourdine Imavov, on pouvait avoir peur du chaos pour les deux. Et c'est vrai que là, tu avais vraiment c'était obligé un peu de tout reconstruire. Là, pour le coup, il a montré de belles choses. C'est lui qui est passé le plus proche de finir son adversaire. Il perd parce que Philos a eu à chaque fois les bons réflexes, bonne prise de décision, chaque fois qu'il était justement mis en difficulté en boxe anglaise. Donc franchement, pour les deux, c'est bien parce que c'est vrai que Philos, ça fait longtemps qu'on le suit. Il va pouvoir monter dans cette catégorie middleweight. Et pour Nassourdine, ok, c'est une défaite par décision majoritaire, mais clairement, ce n'est pas un frein du tout à sa progression et son prochain combat. Les gens vont quand même l'attendre. Et voilà, pas d'inquiétude du tout. Donc voilà, mon cher parce qu'il était c'était quand même l'underdog sur ce combat. Et même pour avoir lu quand même beaucoup de pronostics des sites anglophones et tout, les gens le donnaient perdant même au premier round. C'était vraiment, on s'attendait à ce que, parce que Phil Halls, là, il était sur une série de KO. Je crois que c'était 5 KO consécutifs. Et voilà, et pourtant, donc du coup, Nassourdine, cul de doigt à lui, c'est un très beau combat, et j'attends impatiemment ce qu'il va nous montrer ensuite. Peut-être on peut parler de Thomas Spinal, non? Oh là là, Thomas Spinal, c'est ce que je voulais dire. Ce monsieur, donc Thomas Spinal, affronté Andrei Arlovski, qui a, je sais pas ce qui se passe, au fil des mois, il retrouve un menton que l'on pensait perdu, notre cher Andrei Arlovski. Mais les réflexes de Thomas Spinal, on parlait de cette prise de décision dingue. 2e round, allez, je vais le mettre au sol, double leg, et ensuite, Andrei Arlovski qui se retourne, boum, rear naked choke, c'est terminé, envoyez le suivant. Superbe. C'est vraiment très très bien, tu vois, parce que moi je disais, on sait jamais avec les heavyweights, tu vois, et moi Thomas Spinal, et il s'est pris quelques coups d'ailleurs. Oui, je percevais d'énormes qualités, tu vois, mais en fait, quand tu es face à un adversaire qui est complet, on peut être rapidement déçu. Tu vois. Je dis pas que j'ai été déçu, mais j'attendais de voir justement ce combat pour jauger complètement en fait du potentiel du bonhomme. Et donc, ce qui était super intéressant dans ce combat, c'est qu'il a pu exprimer ce qu'il fait d'habitude. C'est son anglaise qui est ultra véloce quand il laisse partir ses coups contre la cage, là, qui fait une combinaison, il va super vite, quoi. C'est impressionnant. De son côté, c'est vrai que Andrei Arlovski, je sais pas, mais il s'était découvert un second souffle, une résistance, parce qu'il n'a pas lâché l'affaire. À ce moment-là, ça aurait pu être terminé, le combat, quand il est contre la cage et qu'il se fait enchaîner, mais il arrive à reprendre son souffle. Et même
ma move de vétéran, tu vois, a touché plusieurs fois Aspinall, et Aspinall était en train de ralentir. Et c'est là où, tu vois, c'est la différence entre Tom Aspinall et Curtis Blade, c'est que Tom Aspinall, là, pour le coup, il a pris la bonne décision, quoi. Il n'a pas attendu de se laisser submerger, de laisser, en fait, Arlovski prendre la confiance. Là, tu vois, dans ce type de configuration, le takedown, il est intéressant. Tu fais pas un takedown au milieu de la cage quand tu es en train de dominer et que le seul truc que tu as à craindre, c'est un KO. Là, il était en fait sur le reculoir. Andrei Arlovski était en train de prendre la confiance et de le faire reculer avec ses coups. C'était intelligent de changer de niveau parce qu'Andrei Arlovski s'y attendait pas du tout dans cette configuration-là. Et surtout, alors là, pour le coup, il a eu une ouverture. Il l'a saisi, quoi. Tu vois. Donc, c'est super intéressant. Rapide. Je note aussi qu'en termes de conditions physiques et on va dire, je sais pas, de forme physique, il est de plus en plus affûté à Aspinall parce que on se souvient de ses combats avant l'UFC. Je vais pas dire qu'il était un peu fat et tout, mais il est en train de se métamorphoser physiquement aussi. Donc ça laisse présager de très bonnes choses. Très bon augure pour la suite. Et puis surtout, mine de rien, Thomas Aspinall, c'était son premier. Je crois que c'était son combat le plus long à l'UFC aussi. Donc non, franchement, très très impressionnant pour le coup. Donc comme quoi, tout n'est pas perdu, mon cher Poilopso, dans cette catégorie. Ouais. Non, et puis non, mais je suis dégoûté parce que parce que j'ai des boules, parce que c'est un truc. Si tu veux, heureusement que j'ai pas parié parce que j'aurais perdu ma chemise, tu vois, sur ce combat. Tu vois, là, le nombre de mecs qui ont parié Curtis Blades, là. Ouais, c'est chaud, tu vois. Mais en réalité, il y a du potentiel. C'est un peu frustrant quand on met l'accent un peu plus sur la technique de voir des phénomènes. Ouais. Mais tu sais, c'est comme les puristes de boxe qui sont perplexes face à Wilder, quoi, qui se disent putain, mais c'est pas possible, tu vois. Ouais. Effectivement, si, c'est possible. Et dans l'absolu, tu vois, il y a des gens, ils vont me le reprocher dans les commentaires, ils vont dire ouais, t'es trop extrême, en plus tu sous-estimes Derrick Lewis. Je sous-estime pas Derrick Lewis, hein. C'est un techniquement, je ne pense pas que ce soit le meilleur du tout et je ne pense pas qu'il soit complet, mais de toute façon, les résultats sont là. S'il est dans le top 3, que à lui, tu vois, je peux rien dire. C'est l'ultime argument. L'ultime argument, c'est les victoires, quoi. Il gagne. Donc, tant qu'il gagne comme ça, il a raison de gagner comme ça. Ça, si tu veux, son niveau de heavyweight relativement au niveau des autres heavyweights de l'UFC, évidemment, c'est un bon heavyweight. De manière relative, j'entends par rapport à ce que je disais au début du podcast. Mais dans l'absolu, putain, je peux pas dire que c'est un bon combattant dans l'absolu. Ouais. Tu vois. C'est par rapport au niveau des heavyweights, en fait. Et ça, c'est clair que c'est des boules. Et bon, il y a plus qu'à espérer qu'il y ait plus de mecs comme Cyril Gane, comme Aspinall, comme peut-être Pavlovich, peut-être Volkov et tout. Enfin, qu'il y ait plus de mecs comme ça et que potentiellement le niveau de la catégorie des lourds s'élève, tu vois. Et que la catégorie a un peu plus de profondeur, en fait. C'est ça que je voulais dire. True that. Alright, mon cher Poilopso, bien big shout out à My Sweet Protein, moins 45% sur tous mes protéines avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et attention, Poilopso là prévoit du lourd, du très 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 lourd. Ouais.